Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne les limites de la liberté d'expression, car nous écoutons tous des radios, des télés, des vidéos pour suivre l'actualité, qu'elle soit nationale ou internationale. Mais nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous entendons, selon notre perception et notre interprétation de l'information. Car nous écoutons ce qu'on nous dit, nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en famille, avec des amis, des collègues, mais comment se faire une vraie opinion? Alors ce soir, nous accueillons Éric Morillo, car ses expériences et ses connaissances du monde journalistique nous ont paru pertinents et légitimes pour partager sa vision des médias français et nous éclairer sur les limites de la perception, de l'expression, pardon. Qui est Éric Morillo? Physiquement, c'est un beau jeune homme. Bon. C'est un journaliste, c'est un producteur, c'est un entrepreneur français. Alors j'ai un CV qui fait une page et demie. Je pense que vous l'avez tous lu, mais juste retracer un petit peu qu'il a démarré par des études de commerce, qui s'est orienté vers le journalisme qui était sa passion pour démarrer à Radio Notre-Dame en 98. En 99, il est premier présentateur sur e-télévision, une télévision à l'époque de Canal+, qui a disparu. En septembre 2000, il rejoint BFM Radio. En 2006, il lance un programme qui s'appelle Ensemble pour la diversité sur TF1 pendant la Coupe du Monde de football, puis pendant l'Euro de football. En 2010, il lance une production de fiction sur Internet et produit la première web-série qui s'appelle Plan Biz comme business, qui sera un good business parce qu'elle sera acquise en 2012 par le groupe de télévision AB. Cette fiction comptabilisera des millions de vues et sera récompensée au Festival de la fiction TV de Luchon en 2012. Toujours en 2012, Éric Morillo renoue avec le journaliste sur NRJ Paris, avec son émission hebdomadaire, le Live Media Pub, consacré à l'actualité des médias et de la communication. En 2014, il crée et produit sur numéro 23 Rocking Chair, la première émission présentée par un animateur handicapé qui s'appelle Bruno de Stabenrath, j'espère que je prononce bien. En 2016, il rejoint Sud Radio pour présenter chaque soir l'émission culturelle Sud Radio Capitale. En 2017, il retrouve CNews pour présenter le journal de la nuit, puis le journal du week-end, puis le journal de semaine, sur la tranche de Sonia Mabrouk, avec Sonia Mabrouk, je suppose. En 2018, Éric Morillo réintègre Sud Radio pour écrire et animer sa fameuse émission Les Incorrectibles, qui devient avec celle d'André Berkoff le plus gros succès d'audience en replay de la station. En août 2021, il est remercié par Sud Radio, mais il relance le 17 octobre 2021, la même année, l'émission Les Incorrectibles, en exclusivité sur YouTube cette fois-ci. Il crée la chaîne du même nom, donc Les Incorrectibles, qui compte aujourd'hui 200 000 abonnés sur la plateforme Player. Et aujourd'hui, il est directeur général de Player France. En septembre 2022, il reprend l'émission bimensuelle Bistro Liberté de la chaîne YouTube TV Liberté, que beaucoup de monde connaissent. En 2023, il se lance dans le cinéma, la distribution cinématographique, et il peut se féliciter au 1er décembre 2023 d'avoir, avec son émission Les Incorrectibles, de se classer 59e au podcast politique de France, devant le grand jury, RTL France, Punchline et CNews. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Éric Morillo. Merci beaucoup Laurent, vraiment impressionné par la présentation que tu as faite de moi parce que elle est finalement beaucoup plus simple que le nombre des médias que j'ai fait, mais comme j'ai été pas mal de fois remercié, j'ai donc eu l'occasion d'avoir beaucoup de médias à mon actif. Bon, d'abord, je voulais tous vous remercier d'être aussi nombreux, d'être là. Vraiment, je me demandais, en plus, c'est vraiment un honneur, et puis je me demandais qui pourrait être intéressé pour venir. Autant que quand je reçois des invités, je peux comprendre, mais moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être dans cet exercice, puisque c'est d'habitude moi qui interviewe les gens, et non pas moi qui suis ou interviewé ou qui suis amené à organiser des conférences. Néanmoins, je suis donc d'une part très honoré, donc merci à toi, à Catherine, à toute votre équipe. Ravi de venir en plus ce beau temps à la Baule. Voilà, moi je suis un petit peu plus loin, mais je vais souvent à Carnac en Bretagne, donc j'avoue que voilà, j'ai pas l'occasion de venir souvent ici, mais c'est un plaisir. Il fait vraiment beau et vraiment je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Malheureusement, je dois repartir demain puisque j'ai une émission demain soir, mais en tout cas.
Ça me fait vraiment une petite parenthèse dans le week-end que j'apprécie. Alors, si vous le voulez bien, j'ai un petit peu travaillé dans le train quand même, parce que je suis un petit peu... ça, c'est mes réflexes d'ancien, on va dire, élève studieux quand même, que j'étais un petit moment. Donc, j'ai organisé, si vous voulez bien, ce que tu m'as proposé. Dans un premier temps, je vais vous faire peut-être un débrief de mes expériences et du sujet, puisque j'avais quand même un sujet qui m'était imparti. Et puis, dans un deuxième temps, si tu veux bien, je réponds c'est ça. aux questions. Dans le temps, on fait circuler le micro Voilà. et les questions seront posées. Et je vous en prie, si au cours de cette présentation, vous considérez que ça devient un peu long, un peu ennuyeux, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'interrompre, parce que c'est vrai, plus vivant quand c'est interactif. Mais bon, c'est vrai que j'avais quand même souhaité un petit peu travailler la chose, vu que le sujet est en effet un sujet qui me touche au premier plan. Voilà, donc d'abord, avant de commencer à vous parler de mon approche de la liberté d'expression, je voudrais donc vous partager un petit peu mon expérience et vous en parler en me rattachant toujours à mon parcours et de ce que j'ai pu observer en bientôt, et oui, déjà quand même 20 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'ai fait quand même quelques slides, parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça, mais bon, ça m'amuse. Je vais vous articuler un petit peu la présentation que j'ai faite selon un plan assez simple, deux parties. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de mon parcours, des médias mainstream aux médias alternatifs et de mon combat en fil rouge, donc celui de la liberté d'expression. Donc, vous parlez de ma carrière, on va dire, assez tranquille au départ dans les mainstream, bien que ce soit un peu gâté à la fin, et du pari risqué que j'ai fait, mais qui était finalement pas tellement risqué, puisque c'était le seul que je pouvais faire. Donc voilà, qui était de me consacrer donc, à des médias dits alternatifs. Et puis dans un deuxième temps, rentrer dans le vif du sujet, ce qui distingue aujourd'hui les limites légitimes de la liberté d'expression de celles qui ne sont que censure. Je vous exposerai ce que sont d'après moi les trois types de limites à la liberté d'expression, et puis la censure plus insidieuse, celle qui apparaît aujourd'hui avec les qualificatifs que vous pouvez voir. Donc, pour commencer, on commence par ce parcours médiatique. Alors, même si mon parcours a été rappelé, je vais quand même vous détailler un peu plus comment j'en suis arrivé là, parce que quand on devient journaliste, la liberté d'expression, elle est une notion assez naturelle. C'est une notion qu'on ne questionne pas. D'ailleurs, je n'ai pas à proprement parler fait d'école de journalisme. J'ai fait, en effet, au crime, une école de commerce. Et en effet, j'étais toujours passionné, comme beaucoup d'ailleurs dans ce métier souvent, par l'actualité des médias. Et donc, je présentais un journal dans mon école de commerce. Et puis, finalement, j'ai payé un peu ma dette à ma société, à mon milieu social. C'est-à-dire que j'étais issu d'une famille qui avait fait, c'est vrai, pas mal d'études. Et donc, c'est vrai que le métier de journaliste est un métier qui, souvent, dans pas mal de familles françaises, était considéré à une époque comme le métier du vilain petit canard qui foutait rien. Voilà, donc, c'était pas tellement valorisant. Voilà. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que les limites de la liberté d'expression, elles sont, malgré tout, puisque j'ai pas fait d'école de journalisme à proprement parler, mais j'ai tellement côtoyé de gens qui en avaient fait que parfois j'ai l'impression d'en avoir fait une. Les libertés d'expression, elles sont fixées par les profs en école de journalisme, par les confrères en rédaction et par les directeurs de rédaction. Et tout le monde sait très bien ce qu'on peut dire et ce qu'on ne dit pas. En sociologie, on appelle ça la socialisation, c'est-à-dire le processus par lequel les membres d'un groupe apprennent, sans véritablement s'en rendre compte, à respecter les normes du groupe. La norme, elle est intégrée inconsciemment et finalement, tout le monde respecte les valeurs du groupe. Ce groupe, c'est en l'occurrence le petit monde des journalistes et plus précisément donc des journalistes parisiens. C'est un petit microcosme. C'est important ce que je dis par rapport à la notion de géographie parce qu'aujourd'hui, on est vraiment centralisé en matière de journalisme en France. C'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme dans d'autres médias. Ce sont vraiment des médias parisiens. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure ou si vous voulez, je vous répondrai là-dessus. Donc c'est un petit microcosme qui a ses propres valeurs et ses propres intérêts qui sont très différents du reste de la population, mais j'y reviendrai. Donc tout d'abord, une carrière dans le, on va dire, dans le média mainstream. J'ai commencé en effet sur des petits médias qui étaient relativement quand même installés, comme iTélé qui allait devenir CNews, ou BFM Radio, et là j'étais à des années-lumière de ces problématiques. En effet, ce qui intéresse un jeune journaliste, on ne va pas se mentir, c'est de monter, c'est d'obtenir progressivement des postes où l'on prend de plus en plus la lumière et où surtout le très maigre salaire augmente un peu, parce qu'il est vraiment maigre. Le salaire au départ, on commence à peine 2000 €, enfin c'était mon salaire en tout cas à mes débuts.
Et d'ailleurs, on ne finit pas tellement à beaucoup plus. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, tous les animateurs, à part les animateurs stars que vous voyez, là je vais la jouer politiquement incorrect parce que c'est des choses qu'on ne dit pas d'habitude, mais à part les animateurs stars qui, eux, émargent à des dizaines de milliers d'euros, voire à 50 millions d'euros par mois, 80% des journalistes que vous voyez sur BFM TV, sur CNews ou sur LCI émargent entre, je vais dire pour ceux qui ont vraiment une présence régulière à l'antenne, entre 3 000 et 4 500 euros, mais pas plus. Donc c'est quand même, alors évidemment en soi, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même, ce sont des beaux salaires, mais comme dans l'inconscient collectif, dès que vous voyez quelqu'un à la télé, on s'imagine qu'il gagne des millions. Non, je peux vous dire qu'un vendeur chez Darty qui est au bout de voitures automobiles et qui émarge à la commission se fait plus qu'un journaliste. Et ça c'est important, parce que ça a des tas d'incidences, je vous le dirai derrière, c'est-à-dire que voilà, on ne fait pas ça au départ pour l'argent, mais quand même, on a pour beaucoup, on nourrit l'espoir un jour d'être aux 20h de TF1 et de se dire que tout ça va arriver, bref. Et donc c'était en effet, moi, l'objectif. Moi, clairement, quand je suis arrivé à iTélé, je m'étais dit, avec un peu d'ambition, on va monter, et puis à terme, ce sera le 20h de TF1. Parce que, voilà, il y a très peu de place, mais bon, on espère qu'on va y arriver. Alors moi, j'ai fait mon chemin tranquillement dans ce milieu. Au début, ça a été relativement paisible, un chemin qui marchait bien. C'est-à-dire que je montais à peu près tous les 6 mois les grades, on va dire. Et j'ai même eu un grade supplémentaire, celui de producteur. C'est-à-dire que j'ai créé une petite boîte de prod, que j'ai toujours d'ailleurs. Et je suis même, comme tu l'as dit, j'ai été amené à produire même pour TF1. Et un programme sur la diversité, ce qui est assez amusant quand aujourd'hui on m'attaque souvent sur la notion d'extrémisme de droite, de racisme. J'étais celui qui a été le premier à mettre à l'antenne un programme qui était censé justement mettre l'accent sur la lutte contre le racisme. Donc c'est assez amusant quand 20 ans après, on me taxe moi-même de raciste. Donc voilà, jusque-là, je cochais toutes les cases. Et puis rapidement, je suis arrivé, donc tu as eu la gentillesse de le souligner, sur des médias où je suis revenu plutôt parce que j'ai fait des petites parenthèses, des allers et retours entre le journalisme pur et la production. Et je suis revenu, on va dire, dans le journalisme vraiment, véritablement, depuis 2017. D'abord, grâce à une rencontre que j'ai faite, une magnifique rencontre avec quelqu'un qui s'appelait Didier Maistot, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est celui qui a permis à Sud Radio d'émerger, parce qu'il a donné un positionnement à Sud Radio qui était le positionnement de la radio un petit peu gilet jaune, et bon, ça a l'air de rien, mais vraiment, à l'époque, les gilets jaunes, c'était vraiment une actualité dont personne ne parlait, vraiment très peu de médias. Et avec 2 médias en France qui en parlaient, c'était Sud Radio et une chaîne d'information russe qui s'appelle RT France, qui ne s'appelle plus puisqu'elle a été fermée suite à ce qui s'est passé en Ukraine. Et donc, j'ai eu une belle rencontre avec Didier Maistot, et il se trouve que j'ai commencé par animer une émission culturelle sur Sud Radio. Ensuite, le hasard a fait que j'ai été approché par... enfin, plutôt, j'avais rencontré les gens de CNews qui m'ont proposé de revenir à l'antenne, de présenter d'abord le journal, en effet, tu l'as dit, le week-end, ensuite, enfin le journal de la nuit d'abord, le journal du week-end, et puis ensuite le journal en semaine, aux côtés, en effet, de la brillante Sonia Mabrouk, dont j'animais donc les tranches d'information. Et puis, c'est assez amusant parce que j'ai voulu à un moment donné proposer, puisque comme je vous le disais, quand on est journaliste, on aspire à un moment donné quand même à un petit peu, quoi qu'en disent la plupart des journalistes qui ne reconnaîtront jamais le truc, on aspire à être un peu écouté pour ce qu'on est et pas que pour ce qu'on dit. Et donc c'est vrai que moi j'avais envie de donner la parole à des gens qu'on n'écoutait pas, et donc un jour je vais faire une petite confidence, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui vit à La Baule. Et donc il se trouve qu'un jour je vais voir mon directeur, qui est le directeur actuel de CNews, en lui disant, voilà, il s'appelle Serge Medjar, et je lui dis, Serge, écoute, voilà, ça fait quelque temps que tu me fais confiance, c'est très sympa, je présente les infos, mais écoute, voilà, j'aimerais bien faire une émission différente, est-ce que tu me donnerais juste la chance d'animer ce qu'on appelle un pilote dans le métier, c'est-à-dire tu me permets pendant quelques temps de présenter une émission, et puis si ça marche, on la met à l'antenne, et si ça marche pas, écoute, voilà, tu me remercies. Et je lui dis, écoute, ça s'appellerait Les Incorrectibles. Alors ça c'est marrant parce que avant de me remercier au sens premier du terme, il m'a dit, ah, ça c'est un super nom. Je lui dis, ouais, je suis assez content de mon nom en effet, donc j'avais été très content de ce nom, à tel point que j'avais même déposé la marque, ce qui, vous le verrez, n'est pas une anecdote totalement inutile, puisque c'est un peu ce qui m'a sauvé quelques années plus tard. Donc j'avais déposé cette marque en me disant qu'elle avait du potentiel. Et je lui dis, voilà, j'aimerais faire une émission qui mettrait des gens autour d'une table. Voilà, quand je pensais, et je commence à lui balancer des noms. Je lui dis Elisabeth Lévy, Yvan Rioufol, au hasard Éric Zemmour. Et il m'écoute religieusement
Et le premier truc qu'il me dit, mais écoute, je vois pas tellement la différence qu'il y a avec l'émission de Pascal. Sous-entendu Pascal Pro, l'heure des pros. Et alors, évidemment, c'est toujours délicat quand vous avez quelqu'un qui vous demande de vous positionner par rapport à un de vos confrères. Parce que même si je ne travaillais pas directement avec Pascal Pro, c'était quand même, c'est la star de la chaîne, donc c'est très délicat. Donc je ne lui ai pas répondu une première fois. Deuxième fois, il me redemande, oui, non, mais je vois pas tellement la différence qu'il y a avec Pascal. Et je réponds toujours pas parce que je ne veux pas prendre de risques. Et puis une troisième fois, ça durait une petite vingtaine de minutes, l'entretien, je m'en souviens comme hier. Et il me dit, écoute, je vois toujours pas la différence qu'il y a avec l'heure des pros. Et là, je suis obligé à un moment de lui dire, écoute, bon, première chose, je lui dis, je regarde pas la télé le matin, puisque comme je prenais l'antenne, c'était le créneau de Sonia Mabrouk, c'était entre 16h et 19h. Et donc, c'est vrai, quand vous prenez l'antenne à 16h, vous arrivez 4 heures avant, donc j'arrivais à peu près à midi. Donc, avec tout le respect que j'avais pour mon boss, je ne venais pas le matin en ayant regardé déjà 4 heures avant CNews. Donc, je lui dis d'abord, je lui dis, je ne regarde pas Pascal Pro le matin. Et là, ce n'était pas forcément une bonne réponse. Ensuite, je lui dis, écoute, je crois que Pascal a énormément de talent, mais je pense qu'on est un peu différents. Peut-être que j'attirais une audience un peu plus jeune, un peu plus différente. Enfin, je commence à un peu savonner parce que je me dis, je vais sur un terrain un peu sensible. Et puis je lui dis après, voilà, ça m'échappe comme ça. Je lui dis, mais ça avait en plus rien de péjoratif dans mon expression. Je lui dis, non, mais en plus, je lui dis troisième chose, je lui dis, écoute, Pascal, avec tout le respect que j'ai pour lui, voilà, l'heure des pros, c'est un peu... Et là, je lui balance le café du commerce. Et là, inutile de vous dire que j'ai entendu le son de sa déglutition au moment où j'ai dit le café du commerce. Et là, j'ai senti que j'avais marqué des points. Et là, il me dit, écoute, j'en ai pris par la peau du cou pour moins que ça, et que j'ai viré de mon bureau. Enfin, en tout cas, sache que, voilà, ce qui est tout à fait, il n'y avait rien de problématique par rapport à ça. Sache que Pascal, et ce qui est normal, est la fierté de ma chaîne, rien dit d'agressif. Enfin, pour moi, c'est comme de dire des RMC, la radio des taxis, c'est au contraire, dans ce que je suis maintenant et ce que je revendique, moi, de dire que quelque chose est populaire, c'est le plus beau des compliments. Donc, c'était pas péjoratif, mais c'était juste parce que, voilà, on sait tous qu'on a une image. Et bref, là, il bouillonne, pour pas vous dire, là, vraiment, j'essaie d'être vraiment diplomate, mais vraiment, il s'énerve. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai dit? Et il me dit, écoute, je ne vais pas te donner le droit de faire le pilote, parce que de toute façon, je ne peux pas te le dire, je suis en train de négocier avec quelqu'un de très connu pour qu'il vienne sur la chaîne en septembre, c'était en 2018, donc c'était en mai-juin 2018, et il me dit, je ne vais pas te permettre de faire ce pilote, parce que ce que tu me décris, c'est exactement ce que me décrit, enfin, ce que je veux donner à cette nouvelle personnalité. Et donc, si jamais cette personnalité, comme ça va être le cas, est sur le point d'accepter ma proposition, eh bien, je devrais t'arrêter. Et donc, on considérera que tu as mal fait ton boulot, donc ce ne serait pas de rendre service. Et évidemment, cette personnalité, c'était Éric Zemmour. C'était donc l'émission Face à l'info. Donc, j'avais, sans le savoir, pitché donc pour Éric Zemmour pendant 20 minutes mon émission. Et puis, bon, je pense que de toute façon, il n'y avait pas besoin de moi pour que Éric Zemmour soit... une belle prise pour la chaîne, mais voilà, donc ça c'était amusant. Bon, là où ça a été un peu moins drôle, c'est que le lendemain, je prenais l'ascenseur avec Pascal Pro par le hasard, donc je ne le croisais pas en 6 mois, je ne l'ai jamais croisé, et là je prends l'ascenseur avec lui, je lui dis salut Pascal, salut ami, parce qu'en général il appelle beaucoup les gens amis, et il sort à droite de l'ascenseur, moi à gauche, je lui dis bonne journée Pascal, il me dit bonne journée, et puis au moment de me dire bonne journée, et après m'avoir dit bonne journée et se retourner, il se retourne une nouvelle fois, il me dit au fait, il vient me voir et puis il me tape dans l'épaule, il me dit « faut me regarder le matin, faut me regarder le matin ». Donc j'en déduis que donc, mon rendez-vous de la veille avait été un petit peu débriefé. Et le hasard, mais ça évidemment, c'est un hasard. Il se trouve que le mois d'après, j'étais sur le planning le mois d'après, puisque ça, à l'époque j'étais ce qu'on appelle pigiste, enfin on avait des contrats qui étaient renouvelés de pige. Et donc j'étais sur le planning, et donc chaque mois je regardais mon planning du mois suivant, et il se trouve que voilà, à la fin du mois suivant, je n'avais plus mon nom sur le planning. Voilà. Donc j'ai été, on va dire, même pas remercié, puisque je vous dis, c'est un système où vous n'êtes pas véritablement salarié. Quand vous êtes pigiste, vous venez, et puis vous voyez si vous êtes sur les plannings. Sauf que j'étais depuis 1 an sur les plannings, donc je me suis retrouvé sur le carreau, je vous dis, c'était en fin juin 2018. Donc là, je me retrouve vraiment, j'ai compris, je ne cache pas que j'ai même pas essayé de demander pourquoi j'étais pas sur les plannings. Je me suis dit, il était probable qu'il y ait un lien de cause à effet entre, peut-être la friction que j'avais générée. Et voilà, donc je me retrouve sur le carreau en
de nouveau en 2018, mais comme je vous le disais, je suis habitué à être sur le carreau souvent. Donc je me dis, bon, bah voilà, je rappelle Didier Maistre, j'avais fait un petit, comme tu l'as dit, tour sur Sud Radio pour présenter une émission culturelle 2 ans plus tôt. Et là, je dis à Didier, écoute, voilà, j'ai l'idée d'une émission qui s'appelle Les Incorrectibles. Et là, rebelote, il me dit, ah, super type, vachement bien, tout ça. Je lui dis, écoute, Didier, voilà, je te le dis juste, voilà, j'aimerais vraiment la faire, je suis même prêt. Alors là, il faut un peu être usé. Je dis, je suis prêt à quitter CNews pour venir sur Sud Radio. Évidemment, je n'y étais plus. J'espérais qu'il n'appelle pas CNews pour leur dire. Et voilà, donc si tu me dis là que tu es OK, écoute, voilà, banco. Et là, évidemment, l'histoire d'un verre, on prenait un verre, il me dit, allez, on y va, trop content que je quitte CNews pour venir sur sa chaîne. Et donc, je me retrouve à la tête des Incorrectibles sur Sud Radio. Et comme, évidemment, j'avais quitté CNews pour Sud Radio, j'étais en position de force. Je lui dis, écoute, je demande juste une petite clause dans un contrat, parce que là, en plus, j'avais négocié un contrat. Je lui dis, je ne veux n'avoir à m'en remettre qu'à toi, à rapporter éditorialement qu'à toi les responsabilités que je prends, c'est-à-dire les invités que j'invite. Et je ne veux, parce qu'en général, dans un média, vous devez vous en remettre, il y a une rédaction, et donc en général, le numéro 2 de la boîte, qui est en général aussi, si ce n'est plus important que le numéro 1, le directeur de la rédaction, et donc vous dépendez tous du directeur de la rédaction. Et comme je connaissais le directeur de la rédaction, pour lequel je n'avais pas une grande estime, je lui avais dit, écoute, j'aimerais vraiment ne devoir rapporter qu'à toi, parce que si un jour je devais rapporter à l'autre, je pense que ça va être compliqué. Et en plus, je lui avais vraiment pitché le truc en lui disant, je pense vraiment qu'on a une carte à jouer, fais-moi confiance. Et là, je ne le disais pas dans un but de roublardise, je lui disais vraiment, je suis convaincu qu'on va pouvoir faire de l'audience en invitant les invités que je vais avoir, mais je ne veux pas avoir honte de compte au directeur de la rédaction. Il me dit banco. Et là, manque de peau. Donc ça, c'était en 2018. Et donc pendant 2 ans, c'est un carton absolu. Comme tu disais, je deviens une des meilleures audiences, si ce n'est même la meilleure audience. Avec tout le respect que j'ai aussi pour mon ami André Bercol, je faisais plus d'audience qu'André Bercol. Mais j'étais en hebdo, donc là, il faut être honnête, c'est pas comparable tellement. J'étais en hebdomadaire, là où André est en quotidienne. Donc André, qui est mon modèle et un ami vraiment très proche, c'est pas tellement comparable parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes habitudes. Donc j'avais une émission hebdomadaire le dimanche, qui était l'émission de la mi-journée. On était face déjà au Grand Jury RTL et aux émissions politiques un peu des autres radios. Et j'avais dit à Didier, l'émission politique du dimanche, il faut la faire différente parce que si c'est pour faire une sorte de sous-Grand Jury RTL Le Monde ou sous-Grand Rendez-vous Europe 1, voilà, on n'attrapera personne. Donc au contraire, permets-moi de faire une émission qui va donner la parole à des gens un petit peu radicaux, mais un peu réels dans tous les sens du terme. Et là, il me dit banco. Et il se trouve que voilà, l'émission devient la plus grosse audience de Sud Radio en replay sur YouTube, avec des audiences à plus de 2 millions de vues en replay, ce qui est quand même colossal. Hein. Là, vraiment, on parle une moyenne, au quart d'heure moyen d'une chaîne info le matin, c'est entre 50 000 et 100 000 téléspectateurs sur LCI, pour vous donner un exemple. Donc quand on fait des audiences en millions, en replay, c'est colossal. Et donc, je faisais ça, et à l'issue de 2 ans, sur les 15 plus grosses audiences de Sud Radio, j'en avais 12 qui venaient des Incorrectibles. Donc, je pensais naïvement que j'étais invirable, pour une fois de plus. Et là, il se trouve que manque de peau pour moi, c'est pas moi qui ai été viré d'abord, c'est Didier. Didier Maistre avait a quitté la radio, mais bon, il a été un peu poussé, je pense, vers la sortie, parce qu'il avait pris vraiment fait et cause pour les Gilets jaunes. Et à un moment donné, dans un grand groupe de 17 000, parce qu'on était une filiale d'un groupe qui s'appelle Fiducial de 17 000 salariés, et donc on était la filiale média de ce groupe. Et donc en effet, quand vous avez un patron de la filiale média qui passe ses journées à défiler, alors qu'il est censé être quand même président des boîtes médias de ce groupe, je pense que dans le groupe, ça avait dû un peu faire jaser en disant qu'est-ce que c'est que ce type qui est un des hauts cadres du groupe qui va défiler avec un sac à dos et qui voilà. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que c'était justement grâce à ce positionnement que l'audience de Sud Radio a pris et qu'on a parlé de Sud Radio. Et donc à un moment donné, comme quoi personne n'était remplaçable, alors que Sud Radio avait été lancé, avait décollé sous l'impulsion de Didier Maistre. Didier Maistre a été amené à quitter la radio. Et comme moi, j'étais dépendante de Didier Maistre, j'avais dans mon contrat, je rapportais qu'à Didier Maistre. Là où j'ai pas eu de bol, c'est qu'au moment où il a été remercié, celui qui a pris la présidence par intérim, c'était le directeur de la rédaction. Donc vous voyez où je veux en venir. Celui en plus qui savait qu'il n'y avait qu'un seul vilain petit canard dans la radio qui ne dépendait pas de lui, il se retrouve à être président par intérim et donc de facto reprendre toutes les responsabilités contractuelles qu'il avait dit. Donc là, moi, je ne pouvais même pas lui opposer mon contrat, puisqu'il y avait écrit dans le contrat, je rapporte qu'au président de la radio, et sauf que le président, ça devenait lui.
Donc, le directeur de la rédaction, j'en parlais plus, mais bon. Et là, le premier truc qu'il me dit, il vient me voir, je me souviens très bien, il s'appelle Patrick Roger, moi je ne me cache pas. Il est actuel présentateur de la matinale, d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel. Je crois que c'est le seul média où vous avez quelqu'un qui est à la fois président de la radio et présentateur de la matinale. Donc, quand d'ailleurs il m'a viré, je lui dis, et toi, tu es content de toi, tu te renouvelles, enfin, est-ce que c'est assez ubesque, surtout qu'il fait aucune audience en plus, donc ça c'est une parenthèse. Enfin, si on voit le prisme des médias YouTube. Et donc, le premier truc qu'il me dit, il me dit, voilà, en gros, il me refixe les nouvelles règles. Il me dit, écoute, voilà, maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois que tu auras un invité, je veux le valider. Alors, il m'entoure tout ça de... je vais quand même me poursuivre, hein, mais il m'entoure tout ça on va dire, de jargon juridique. Il me dit, oui, il faut que tu me le dises parce qu'on a des clauses avec l'ARCOM, avec le CSA, par rapport au temps de parole. Donc, voilà, il faut faire très attention. Et puis, on a une chaîne YouTube, il ne faut pas prendre le risque de se la faire fermer. Donc, pendant 2 ans, rien ne s'était passé, mais tout d'un coup, on prenait tous les risques. Enfin, bref. Donc, il y avait plein de problèmes. Et donc, il a été, pendant les derniers mois, avant de gentiment me remercier au détour d'un appel un 9 août 2021, je m'en souviens comme hier, j'étais d'ailleurs assis sur un transat dans ma pelouse à Carnac. Le coup de fil a duré 10 secondes et il m'a appelé pour me dire, écoute Eric, voilà, excuse-moi d'avoir mis autant de temps, mais je devais voir l'actionnaire, parce qu'en général, l'actionnaire, dans ce cas-là, quand vous devez apporter des décisions comme celle-là, et quelqu'un que vous n'avez jamais vu, tout d'un coup, se met à avoir beaucoup d'intérêt pour vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'apprenais que quelqu'un que je n'avais jamais vu, un monsieur de 80 ans qui s'appelle Christian Latouche, qui à l'heure où je vous parle n'est pas en très bonne santé en plus, voilà, avait décidé de se séparer de moi. Donc je suis un peu surpris parce que je veux dire, ce monsieur, je l'avais vu une fois, 10 secondes, c'était très bien passé d'ailleurs, c'était... Enfin bref, c'était voilà, ce monsieur ne me connaissait absolument pas, donc je ne crois pas une seule seconde évidemment que ce soit le monsieur Bolloré local, de Fiducial, qui avait décidé de zapper un petit présentateur de sa radio. Et donc il me remercie en me disant, voilà, écoute, merci d'ailleurs, il me dit merci. Et il me remercie, et il me dit, on reste bien sûr en contact. Enfin, voilà. Donc, je me retrouve sur le carreau le 9 août 2021, et là c'est vrai que pour rebondir, quand vous avez... les rentrées médias, elles sont en général à chaque période de septembre, et donc quand vous êtes viré le 9 août, en général, c'est mal barré pour la rentrée. Donc là, j'en viens maintenant, au pari risqué donc de la marginalité. C'est là où, en effet, je vais rejoindre ce que tu as dit dans ma présentation. Je décide malgré moi. Donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure à Yannick Rien. Je le disais, j'ai eu aucun courage. Honnêtement, il y a plein de gens aujourd'hui qui, gentiment, même hier, j'étais hyper touché par ça, un chauffeur de taxi que je prenais et qui m'avait reconnu, qui me dit, je regarde plus les médias à la télé, bravo pour ce que vous faites, ça. Je lui dis, ouais, non, mais merci, parce que je prends le compliment, j'étais super honoré. Mais au départ, je ne vous cache pas que je ne voulais pas du tout arriver sur YouTube, je ne voulais pas arriver sur un média alternatif, j'aurais adoré être pris par LCI, par CNews. Et puis, comme quoi, on se dit que tout est un mal pour un bien dans la vie. Enfin, c'est quelque chose qui me fait relativiser tout dans la vie. Et donc, je me dis à ce moment-là, bon, je suis un petit peu grillé quand même, parce qu'en plus, depuis 3 ans, j'animais une émission où je recevais des Papacito, des Étienne Chouard, des gens qui ne sont pas particulièrement reçus dans d'autres médias. Donc, déjà, mon directeur, qui était le nouveau directeur de Sud Radio, m'avait fait comprendre qu'il voulait, en gros, il veut concurrencer Europe 1. Donc c'est vachement intéressant quand vous êtes Sud Radio qui a très peu de fréquences, très peu de moyens, et surtout quand vous avez déjà un embouteillage de radio généralistes. Et donc, je me retrouve véritablement sur le carreau. Et là, donc, j'ai 2 options. C'est soit de changer radicalement de métier, ce que j'ai hésité à faire, puisque je suis plus si jeune que ça. Et puis, comme je ne sais rien faire d'autre, je me suis dit, ça ne va pas être possible, quoi. Et là, en plus, je vous dis vraiment, c'est un milieu... Là, on parle du milieu parisien, j'étais un petit peu grillé. C'est-à-dire que vraiment, on m'avait déjà tamponné de la marque complotiste, de la marque raciste, de la marque antisémite, de la marque extrémiste de droite, de la marque conspirationniste. Enfin, on va aborder ça dans la 2e partie. Et donc, je me suis retrouvé véritablement dans un corner. Et donc, je me suis dit, il n'y a plus que Internet qui me reste. Je vais créer une chaîne YouTube. Et puis, d'abord, je vais essayer de l'autofinancer. Puis après, comme j'avais fait... tu as été gentil de le rappeler, des études de commerce, donc je savais un peu comment ça se passait pour les modèles économiques, tout ça. Donc je m'étais dit, il faut que je trouve un sponsor. Donc pendant 2 mois, je finance ça. Et puis à un moment donné, je me dis, je vais chercher un partenaire, même si j'étais un peu grillé. Je me dis, il faut que j'aille voir des parrains qui sont un petit peu, qui sont pas trop frileux.
Et là, il se trouve que le hasard, encore une fois, je vous dis, c'est incroyable, le hasard fait bien les choses. Le hasard fait qu'à un moment donné, je me retrouve à un cocktail un petit peu parisien avec des gens, enfin des piques-assiettes, ou parce qu'il y avait un lancement d'un site internet qui devait être concurrent de Twitter, qui s'appelait Getter. Et que Twitter n'avait pas encore été repris par Elon Musk. Et donc, il y avait un petit malin, il était juste l'ancien directeur de la communication de Donald Trump aux États-Unis, donc de la Maison-Blanche, il s'appelle Jason Miller. Et donc, c'est un monsieur, donc, comme vous pouvez imaginer, ancien directeur de la com de la Maison-Blanche, qui, je pense, quand vous avez été à ce poste-là, veut créer une boîte Internet. Je pense qu'on trouve pas mal de financement. Et donc, se dit, je vais concurrencer Twitter. Donc, il décide de créer une boîte qui s'appelle Getter. Et il faisait sa tournée des pop-up européennes pour lancer Getter. Et donc, je me retrouve au lancement de Getter en France, où tout le monde était. Et là, il se trouve que, bon, là, pareil, je décide, donc il y avait tous les journalistes de la place, tous les journalistes un peu disruptifs. Donc il y avait André Berkoff, il y avait Elisabeth Lévy, tous les gens que je citais tout à l'heure, que je voulais avoir dans mon émission. Et là, donc, tout le monde va voir ce Jason Miller. Et puis moi, je décide juste d'identifier les sbires qui le suivent comme Louis XIV et qui prennent la pile de cartes de visite. Et donc, il se trouve que je me mets dans la poche un des collaborateurs de Jason Miller en lui disant, bah voilà, quelqu'un très sympathique vraiment, qui s'appelle Pierre Alistair Rivière, qui avait été d'ailleurs le fils du député européen Rivière, mais qui était franco-américain, et donc on sympathise. Et moi, je me dis, bon, avec, je vous le cache pas, une petite arrière-pensée, je me dis, bon, la chance que j'ai un rendez-vous avec Jason Miller va être assez courte. Il repartait le lendemain pour les États-Unis, et qu'est-ce que je fais? Je lui propose une interview pour ma chaîne, en disant évidemment que ça cartonnait, alors que évidemment la chaîne YouTube était lancée depuis 2 mois, on n'avait pas une audience. Et je lui dis, ah non, mais moi, j'arrivais avec quand même l'étiquette de Sud Radio des Incorrectibles. Et donc là, il me dit, bah écoute, oui. Et donc, alors il me dit, il y a 2 possibilités. Soit là, on fait un aller-retour demain, parce qu'il restait 2 jours à Paris. Il me dit, écoute, demain, on va à la Commission européenne, je ne sais pas pour quelle raison, pour sans doute présenter ça justement par rapport aux instances européennes. Donc soit le soir tard en venant à minuit, soit il prend son jet privé à 7h au Bourget le lendemain matin, soit à 5h du matin le lendemain. Donc je lui dis, ouais, là ça va être compliqué, mais écoute, moi je suis plutôt du soir, donc je lui dis, bah écoute, banco pour minuit. Et donc je fais une interview de Jason Miller, qu'on peut encore trouver sur la chaîne YouTube des Incorrectibles, dans sa chambre d'hôtel à Paris, à 23h30, il était un peu en avance. Et donc je fais une interview de Jason Miller. Et évidemment, l'interview, comme si les Américains sont toujours très sympathiques, parce que vous avez l'impression, au bout de 3 minutes, que vous donnez leur meilleur copain, alors qu'ils sont capables de plus jamais vous rappeler derrière, ce qui a été le cas. Mais en tout cas, il m'a suffisamment parlé pour me dire qu'il était super content d'avoir fait cette émission exceptionnelle qui allait être vue par des millions de personnes, croyait-il. Et donc, il me dit, on va aller dîner ensemble. Et donc, derrière, j'ai eu la bonne idée de l'inviter à dîner. Je me souviens, c'était à l'Opéra. Je lui ai fait manger des escargots de Bourgogne. Il n'avait jamais vu ça. Il était épaté. Et il ne connaissait pas Paris non plus. Enfin, pour vous dire, il venait vraiment de l'Amérique profonde. Et à la fin, au moment où on en arrive à la poire, au moment avant le dessert, je lui dis, au fait, Jason, parce que je parlais un petit peu anglais, je lui dis, je fais une émission, bon voilà, cette émission-là, j'aimerais bien, celle pour laquelle tu venais de faire une interview, j'aimerais bien trouver un partenaire. Et je m'étais dit Getter, et là il me regarde un peu rigolant, parce qu'il comprenait un petit peu à ce moment-là, peut-être que j'avais peut-être pas été aussi, plutôt j'avais peut-être été un peu plus intéressé que je ne le paraissais. Et il me dit, et là il rigole, il me dit, OK, you see this with my friend. Et en gros, en 3 secondes, c'est ça qui est formidable avec les Américains, en 1 minute, il m'avait dit, je vous parraine. Donc je me suis retrouvé parrainé par Getter pendant 8 mois. Et en plus, je ne vous cache pas que là, je m'étais dit, bon, il est américain, il est Getter, il a un peu d'argent, donc je lui en ai pris un petit peu quand même. Et il a parrainé, donc j'ai pu embaucher 4 personnes autour de moi. On était 5 personnes, on est toujours 5. Et donc là, j'ai pu faire vraiment s'envoler la chaîne YouTube qui compte, en effet, aujourd'hui, même 216 000 abonnés en à peine plus d'1 an, ce qui est quand même pas mal. Et donc, tout se passe bien. Et puis au bout de 8 mois, c'est la cata. Donc c'était il y a 7-8 mois, il m'annonce que ses équipes m'annoncent qu'il résilie, il renonce au partenariat parce qu'Elon Musk avait racheté donc Twitter. Et comme Getter était censé concurrencer Twitter sur la liberté d'expression, eh bien, il me dit que voilà, ça a les budgets communication sont les premiers qui sont coupés, donc je me retrouve sur le carreau aussi en termes de sponsoring. Et à ce moment-là, voilà le truc qui est génial.
Je pensais que du nouveau, ça allait s'arrêter. Et là, j'ai un Canadien, donc c'est en effet Edouard Brouwer, une plateforme qui s'appelle Player. Quelqu'un qui me dit, voilà, on vous suit au Canada. C'est un truc de dingue, hein, je vous jure. Enfin, vraiment, chaque matin, j'hallucine parce que c'est ça que permet Internet, ce que ne permet pas la télé. Et donc, j'ai un Canadien francophone qui me dit, voilà, qui m'envoie un mail. J'avais vu que j'avais une adresse générique où tout le monde peut me contacter. Bon, je ne vous cache pas que sur 100 mails que je reçois, il y en a en général 95 qui sont des spams, des insultes ou au contraire parfois des trucs sympas, mais il y a très peu de mails professionnels. Et là, je voyais, puisque de temps en temps, je regardais un petit peu plus en détail, et là, je voyais que le mail avait l'air à peu près sérieux. Et là, je voyais que c'était un Canadien francophone qui me dit qu'on regarde mon émission au Canada, au Québec notamment, et qu'il a créé une plateforme et qu'il aimerait bien m'avoir, et que sa plateforme, en plus, elle permet d'avoir des abonnés payants, donc avoir un système de crowdfunding où on peut demander aux gens. Et donc, j'ai trouvé l'occasion d'avoir un nouveau modèle économique, puisqu'en plus, ça devenait de plus en plus difficile de trouver des parrains. Et donc, aujourd'hui, la seule, c'est ça qui est exceptionnel, et vraiment, je vous remercierai, enfin, je remercie jamais assez autant les seules personnes à qui je dois rendre des comptes, c'est le public, mais c'est encore plus, parce que les seuls qui, aujourd'hui, me permettent de vivre, c'est mon audience. Donc, c'est vraiment un paradigme qui est exceptionnel, parce que, du coup, j'ai eu des demandes de sponsoring après. Je les ai refusés parce que c'est en plus quand vous avez un sponsor, évidemment, pour l'anecdote, Jason Miller, il voulait à tout prix avoir à un moment Éric Zemmour. Il fallait que j'obtienne une émission avec Éric Zemmour, sinon je sentais qu'il n'était pas content. Donc, et c'est ça, après, si j'avais voulu interviewer, comme ça pourrait être le cas, Jean-Luc Mélenchon, il aurait fait la gueule parce qu'il n'était pas là pour parrainer Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, on n'est jamais libre. Donc voilà pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de courage à atterrir sur les médias alternatifs. Maintenant que j'en suis, j'avoue que je suis plus que reconnaissant parce que c'est eux qui m'ont permis, finalement, je serai encore à l'heure où je vous parle sur CNews, j'aurais pas fait ces conneries de dire c'est le café du commerce en parlant de l'émission de Pascal Praud. Je pense que je serais toujours pigiste à CNews. J'aurais peut-être gagné une présentation de tranche régulière, mais je serais, avec tout le respect que j'ai pour Elliot Deval, pour Julien Pasquet, enfin, ce sont des gens il y a quelques personnes qui croient qu'on les regarde. Malheureusement, on ne les regarde pas pour eux, on les regarde parce qu'il y a plein de gens qui sont Pascal Praud, on le regarde pour lui, vous voyez ce que je veux dire. Christine Kelly, j'ai même un doute, mais bon, c'est parce que c'est un ensemble de chroniqueurs. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens en télé qui pensent qu'ils sont irremplaçables, alors que je vous garantis, d'ailleurs c'est pas pour rien quand je vous parlais de salaire, sans divulguer les noms, mais vous ferez le lien assez facilement, quand je vous donnais la fourchette de salaire, c'est la fourchette de salaire de gens même qui ont des tranches, mais qui ne sont pas des stars des chaînes. Donc c'est en effet des gens comme ceux que je vous citais, voilà, on ne regarde pas l'émission, je ne suis pas certain qu'on regarde Elliot Deval le week-end pour Elliot Deval ou Julien Pasquet pour Julien Pasquet, mais en revanche ils font super bien le job, respect à eux, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors que sur Internet, voilà où je veux en venir, et c'est pas pour faire mon coq, je pense que sur Internet, ce qu'on appelle les influenceurs, les youtubeurs, on les regarde pour ce qu'ils sont, on les regarde pas pour ce qu'ils sont pas, mais en tout cas, moi ça m'amuse souvent parce que j'ai pas mal de gens de temps en temps qui me disent « Ah, vraiment, ce présentateur est insupportable, il coupe tout le temps la parole, il faut que vous changiez de présentateur. » Bon, bah c'est un peu compliqué puisque c'est ma chaîne YouTube, donc c'est assez amusant quand j'ai des remarques comme ça, parce que bon... Mais en tout cas, voilà, donc sur YouTube, c'est un truc qui est super, mais vraiment valorisant parce qu'on se dit qu'on a l'impression que là, je vous dis, je serais resté sur CNews, j'aurais une tranche, je gagnerais 3500, 4000 euros, 4500 euros, mais je vous garantis que je serais viré aujourd'hui de CNews, je serais dans la même position dans laquelle j'étais il y a quelques années. Donc voilà, donc aucun courage, mais aujourd'hui, je suis très fier de cette marginalité puisque... Donc vous êtes sur YouTube, voilà, indépendant, voilà, et donc j'ai financièrement, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Totalement, et donc j'ai eu le petit cadeau, et on va arriver à la deuxième partie, j'ai eu le petit cadeau bonus, c'est-à-dire Bistro Liberté, en effet, que Martial Bild, que vous connaissez sans doute, puisque je crois qu'il passe ses vacances à la Baule, Martial est venu me chercher en me disant, voilà, je pense que Martial, voilà, si j'étais à CNews, présentateur des infos sur CNews, je pense pas qu'il serait dit, tiens, lui, il a un petit peu peut-être de pattes, même des gens, moi il y a des gens dans mon entourage, il y en a un ou deux là je connais, il y a un ou deux de mes copains qui un jour m'ont dit, mais Eric, on n'avait pas l'impression, enfin, on ne se rendait pas compte que tu avais finalement du caractère, quoi. Et j'ai rigolé parce qu'ils étaient un peu surpris que j'ouvre ma gueule, notamment sur Twitter. J'avoue que je fais des tweets un petit, parce que oui, quand on est libre aussi, ce qui est formidable, c'est qu'on est libre aussi sur les réseaux sociaux, parce que quand j'étais à CNews, il était hors de question
que je fume, je sais pas, Thierry Ardisson, comme je l'ai fait dans le train tout à l'heure, quand il crache à la gueule d'Hanouna et de Bolloré, parce que simplement il a été viré par Bolloré et Hanouna. Enfin voilà, vous voyez, bon, ça, je ne vous cache pas que je serais sur une chaîne aujourd'hui dans laquelle peut-être il y aura un Ardisson, enfin c'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça que ça va aborder peut-être le deuxième sujet, mais vous êtes jamais véritablement libre ni neutre. Donc ça, c'était voilà le truc. Et donc, quand Martial a eu la bonne idée de venir me voir, je crois que j'ai mis 1 minute à lui répondre que j'étais hyper content. Et pour moi, c'était en plus ce que je rêvais de faire parce que j'adorais Droit de réponse de Michel Pollack, j'adorais Ce soir ou jamais de Tadei, 2 émissions qui n'existent plus. Donc il me dit, voilà, il faut reprendre Bistro Liberté. Enfin voilà, j'ai décidé de me consacrer plus à la direction. Et même sur Bistro Liberté, vous êtes libre de votre choix, totalement, de qui vous rencontrez. Non, totalement. D'ailleurs, ce qui suscite encore des... Mais ce qui est bien, parce que tu citais des débats, je fais venir, là j'ai fait venir régulièrement là, un petit jeune, parce qu'en plus Bistro Liberté a toujours un petit peu... Ça, on ne le fait pas exprès, mais on a révélé pas mal de gens. Donc, TV Liberté, Bistro Liberté avant moi, ont révélé Charlotte Dornelas, ils sont révélés eux-mêmes, mais je veux dire par là, a permis de faire éclore médiatiquement des visages comme Pierre Gentillet, Charlotte Dornelas, que vous voyez par exemple sur CNews. Donc il y avait toujours cette culture un petit peu de faire émerger de nouvelles têtes. Et donc moi j'adorais ça parce que c'est vrai que, bon, par exemple, là, il y a quelqu'un, un petit jeune LFI, qui s'appelle Yanis Dalouche, qui est d'origine, à la base, comme son nom l'indique, qui n'était pas forcément dans la ligne de ce qu'on peut imaginer sur Bistro Liberté. Et là, ce que je trouve tout à l'honneur de Bistro Liberté et TV Liberté, j'ai eu aucune interdiction. Au contraire, on m'a dit, c'est génial. On ne peut pas nous appliquer ce qu'on dénonce chez les autres. C'est-à-dire que comme tout le monde nous traite de fachos, de réac, d'extrémistes de droite, c'est marrant parce que nous, à la différence du média, qui est un peu le concurrent de Bistro Liberté, de TV Liberté, la chaîne média de la France Insoumise, voilà, nous, on est tricard chez eux, alors que nous, des gens de la France Insoumise ou de la NUPES, bon, s'ils acceptent, parce qu'encore faut-il qu'ils acceptent, ils sont les bienvenus, à la condition qu'ils acceptent de se confronter à des gens de Reconquête et du RN. Voilà, donc voilà, c'est génial. Et là, en effet, on a atteint des scores incroyables d'audience. Et aujourd'hui, quand je vous parlais des audiences tout à l'heure sur les chaînes comme CNews, iTélé, au quart d'heure moyen le matin, c'est on les challenge largement. Donc voilà. Alors ensuite, je regarde, tu me diras pour l'heure. Voilà. Alors on va aborder Voilà. Alors la deuxième partie, c'est peut-être celle pour moi qui est celle sur laquelle j'ai un peu travaillé. Mais je ne sais pas combien de temps il me reste par rapport au. J'ai une petite vingtaine de minutes, Laurent. Oui. À peu près, ouais. Bon. Donc j'ai quitté, je vous l'ai dit, Sud Radio malgré moi. J'ai quitté CNews malgré moi. J'ai tout quitté malgré moi. Mais, voilà. Donc voilà. Vous avez. Donc ça, c'était pour clore. Et oui, je remercie quand même Radio Notre-Dame parce que c'est quand même la première. Télé, c'était l'ancien nom de CNews. Ensuite, j'ai fait un bref passage sur la radio BFM. Et puis voilà, bon, et ensuite ça se termine. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en général, ce sont les youtubeurs qui rêvent d'accéder à tous les médias prestigieux où je travaillais avant. Et moi, j'ai fait le cheminement inverse, quoi. Et je vais vous donner un exemple aussi qui est absolument incroyable, et bon, très modestement, hein, mais qui est quelqu'un que je vénère beaucoup. Moi, j'ai deux modèles mondiaux, on va dire. C'est évidemment, j'ai beaucoup d'estime pour Elon Musk, parce que quoi qu'on puisse penser sur le plan, sur un plan peut-être humaniste, ça discute, mais par rapport à la liberté d'expression, je trouve que Elon Musk nous a vraiment ouvert les vannes, et donc je suis admiratif du bonhomme. Puis il y a un autre type qui est américain, qui a été viré, donc c'est pour ça, toute petite comparaison, parce que moi je suis au niveau de l'ongle du dernier doigt de pied, quelqu'un qui s'appelle Tucker Carlson, et qui travaillait sur Fox News, et qui a été viré de Fox News. Donc, toute proportion gardée, je ne dis pas que c'est comme moi, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a été viré de Fox News. Bon, il est pressenti, juste pour l'anecdote, pour être, c'est une info depuis une semaine, enfin une rumeur qui circule, il est pressenti peut-être pour être le futur vice-président de Donald Trump, pour vous dire il a pris un élan d'un. Bon, il était déjà une star sur Fox News, mais bon, il s'est engueulé avec ses actionnaires, et donc les actionnaires l'ont foutu dehors. Et là, ce qu'il a fait, c'était génial. Il y avait lors de la soirée des primaires républicaines, des républicains aux États-Unis, il y avait tous les candidats donc des primaires du Parti républicain, sauf un, Donald Trump. Et donc la soirée des primaires, c'est André Berkoff qui m'a dit ça. Vous avez peut-être vu dans Bistro Liberté cette semaine. La soirée des primaires sur Fox News a fait 20 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même pas rien. Et Tucker Carlson, lui, est jamais revenu dans un média, il a créé le sien.
proportion gardée, évidemment, c'est autre chose que les incorrectibles, mais il a créé sa chaîne sur X, donc anciennement Twitter, et il a fait exactement à la même heure que l'émission de la primaire des candidats républicains, son émission sur X, avec Donald Trump, ce qui n'est pas rien. Et je ne sais pas si vous pouvez deviner quelle audience il a faite. Bon, bah, je vous le dis, puisque vous ne devinerez pas. Il a fait presque, à l'heure où on se parle, il a fait 260 millions de vues voilà, de son interview sur Trump. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quelqu'un qui a... C'est Tucker Carlson, hein, on parle bien de quelqu'un très, 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 très connu. Mais ce que je veux dire, le média, c'est X. Mais ce que je veux dire, c'est pas un média proprement parlé. Et donc, c'est d'ailleurs peut-être... je vous donne un petit scoop, peut-être le virage que je vais peut-être faire aux incorrectibles, c'est peut-être de basculer progressivement vers une diffusion sur X nativement, c'est-à-dire en primo-diffusion, et puis on diffusera en replay toujours sur YouTube, parce que, en effet, je pense que sur X, il y a encore plus de liberté d'expression, alors que sur YouTube, il y a encore des carcans au niveau de la liberté d'expression. Sur le Covid, on l'a vu, enfin, il y a une charte. Oui, merci, je prends juste une gorgée. Merci. Donc on en arrive voilà, maintenant à la deuxième partie, donc consacrée aux limites de la liberté d'expression. Alors là, si vous le voulez bien, oui, bah alors il va illustrer. Oui, on peut le mettre là, mais à la rigueur, oui, c'était pas. Bah, ça, c'était une anecdote pour vous dire. Oui, illustrer ma première partie, c'est-à-dire que tous les gens voyaient en haut. À la rigueur, on aurait dû faire l'inverse. À l'époque où j'étais dans les médias mainstream, j'avais le droit d'inviter tous ceux du haut, mais j'avais le droit d'inviter aucun de ceux du bas. Et donc moi je me suis dit, si c'est pour refaire une chaîne YouTube où j'invite que ceux du haut, qui sont déjà vus par tous les médias classiques, ça va pas avoir tellement d'intérêt. Donc moi je me suis dit, je vais griller tous ceux du haut, donc, mais en revanche je vais mettre un pouce vert à tous ceux du bas. Tous ceux du bas m'ont valu des procès, juste pour l'anecdote. Voilà. Donc bon bref, je rentre pas dans le détail, mais donc... ouais, tous ceux du bas ou presque, on va être des procès en diffamation, parce qu'en plus, quand vous êtes... puisque je suis à la fois ce qu'on appelle directeur de publication, puisque je suis à la fois le producteur et puis on a fait le présentateur. Donc par exemple, pour Juan Branco, je l'ai reçu, il a eu la bonne idée de me flinguer Martin Hirsch, le président de la qui était l'ancien président de la PHP. Donc moi, il se trouve qu'en droit, même si je m'y connais un petit peu, en droit de la presse, je m'y connaissais un peu moins, j'avais oublié que quand quelqu'un me dit des horreurs sur quelqu'un, étant donné que c'est une émission enregistrée, je suis co-responsable de ce qu'il dit. Donc ce qui est pas mal, parce qu'en même temps, aujourd'hui, ça me permet, je peux vous garantir que quand demain, puisque mon émission est enregistrée dans les conditions du direct, il n'y a pas de montage, mais elle est enregistrée dans les conditions du direct, elle est quand même enregistrée, donc je l'enregistre le jeudi et je la diffuse le dimanche. Donc là, j'ai eu Laurent Oberton, je sais qu'il n'y a rien qui va passer sous les... Enfin, rien n'est condamnable. Et donc, je le dois un peu à Juan Branco, parce que Juan Branco, au début, j'étais là, vas-y, ça s'appelle Les Incorrectibles, vas-y, dégomme-moi bien Martin Hirsch. Sauf qu'évidemment, il m'a dégommé Martin Hirsch, mais je me suis pris, alors un procès, pour l'anecdote, Martin Hirsch nous a fait un procès à tous les deux, on a gagné en première instance, et puis au moment où, il a été débouté plutôt en première instance, parce que donc, Juan Branco donc, avait, vous verrez l'émission, je ne vais pas rapporter les propos, sinon mon tour va peut-être être poursuivable, on va dire. Mais on enregistre. Oui, en plus on enregistre. Donc, mais en tout cas, et puis c'est peut-être potentiellement toujours en cours, et il a été débouté, et puis on doit payer ce qu'on appelle l'article 700 de la partie adverse quand on perd. Et là, je reçois un billet tout d'un coup, puis je vois un chèque, un virement sur mon compte en banque, je vois un virement de l'AP-HP. L'AP-HP, c'est l'hôpital. Cette histoire, je reçois, je ne sais plus, 1200 €, je ne sais plus, 700 € de l'AP-HP. Je me dis, c'est que cette histoire, et je me dis, c'est quand même incroyable. Je reçois un virement, non pas de Martin Hirsch, mais de l'AP-HP, parce que il avait réussi, c'est quand même exceptionnel, et ça je le dis même face caméra, il avait réussi à bénéficier de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il avait été diffamé au titre de sa fonction de président de la PHP. Donc ce que je trouve absolument dingue, c'est que le bonhomme, il pouvait faire des procès tous les jours, quoi. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de continuer. Donc aujourd'hui, je ne sais plus où on en est, puisque ça demande beaucoup de temps à chaque fois. Je crois que Juan Branco est poursuivi aussi au fond au pénal. Et donc voilà quoi. Et donc, pardon, je crois que je vais revoir, mais je crois qu'il a même perdu 2 fois. Et donc je crois qu'il attaque maintenant au fond Juan Branco. Enfin tout ça pour vous dire que je prends un risque en interviewant Juan Branco, Gérard Fauré, qui m'a dit, alors Gérard Fauré, il avait été malin, il m'avait dit que des horreurs, mais sur des gens morts.
Donc c'était difficile d'être poursuivi par Jacques Chirac pour sa consommation de cocaïne. Louis Fouché, c'était par rapport au Covid. Bégodeau, c'était autre chose. Et Patrick Buisson, c'était un petit peu compliqué aussi, mais bon, voilà, ça n'a pas fait. Donc voilà, donc ça c'était par rapport à la première partie. Alors, la deuxième, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a, voilà, là je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que c'est un sujet un peu sensible. Et surtout, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'étaient aujourd'hui les limites de la liberté d'expression. Le sujet dont on m'a demandé de parler ce soir. Alors, je ne vais pas vous faire une dissertation, mais j'ai envie quand même qu'on réfléchisse ensemble à ce que c'est que cette notion de limite, parce qu'on entend souvent parler de la limite de la liberté d'expression des médias dans la limite de la liberté d'expression dans les médias, mais elle est un peu utilisée à tort et à travers sans qu'on se demande jamais ce que cela recouvre. Alors d'abord, on va opposer une idée simple mais qui est fondamentale. C'est normal qu'il y ait des limites à la liberté d'expression en France. Mais là, il faut distinguer deux choses, la liberté d'expression et la liberté d'opinion, ce qu'on confond souvent aujourd'hui. La liberté d'opinion, elle est totale et c'est bien normal. Je vous donne un exemple dans la mesure où la liberté d'opinion, elle n'a pas d'incidence théoriquement réelle. Donc je vous donne un exemple un peu extrême volontairement. Chacun, par exemple, a le droit individuellement de souhaiter l'assassinat du président de la République ou le malheur de telle ou telle communauté. Tant que cela reste dans son esprit, on ne va pas aller sonder les reins et les cœurs comme du temps de l'Inquisition. Mais en revanche, c'est très différent quand il s'agit de liberté d'expression, puisqu'il s'agit cette fois de prendre part donc, au débat public, de sortir de la sphère du privé, d'avoir potentiellement des conséquences réelles. Appeler à l'assassinat d'un responsable politique, comme a pu par exemple le faire Charles Maurras dans les années 30 contre Léon Blum, ça c'est évidemment répréhensible. C'est le sens des articles 10 et 11 qu'on ne connaît pas souvent, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors je vous les cite. Le premier, c'est « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et le deuxième article, c'est « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est là où c'est une évidence, la liberté d'expression. Elle ne peut pas être sans limite, sans quoi ce serait évidemment l'anarchie et le désordre. La question, elle est donc, selon moi, donc là ça n'engage que moi, je vous dis, j'ai dans le train un petit peu essayé de faire ma disserte, pour moi, elle n'est pas de est-ce qu'il faut poser des limites à la liberté d'expression, mais c'est où est-ce qu'on doit placer le curseur et qui définit ces limites. C'est ça le cœur, je pense, de notre sujet ce soir. Et qui est légitime, première chose, pour définir, fixer des limites à la liberté d'expression, et qui est légitime pour définir aussi les limites actuelles que nous connaissons, est-ce qu'elles sont justifiées. Et là, je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre degré de compréhension de ces enjeux. Il y a trois types de limites à la liberté d'expression. Il y a d'abord les limites que la loi impose aujourd'hui. C'est souvent ce que me répondent les invités les plus politiquement corrects que j'interroge. Quand je leur demande quelles doivent être les limites à la liberté d'expression, ils bottent en général en touche en me répondant « la loi ». C'est la loi qui définit les limites. C'est évidemment le cas pour des raisons compréhensibles par tous. Comme il est interdit d'enfreindre la loi, cette dernière est incontestablement la limite de la liberté d'expression. Mais ce n'est pas parce que la loi édicte une limite que cette limite est juste. Je m'explique. Ces personnes sont en général les premières à souligner que la loi était injuste à leurs yeux avant la dépénalisation de l'avortement, avant l'abolition de la peine de mort ou avant l'établissement du mariage gay. Pour paraphraser Montesquieu, une limite n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle doit être la loi parce qu'elle est juste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein, on est bien d'accord, parce que ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'on est là-dedans. Or, ce n'est que rarement le cas. Je vais y revenir. Donc il y a ensuite, ça c'est la première limite, c'est les limites fixées par la loi, donc théorique, juridique. Il y a ensuite ce que je définirais, ce que je qualifierais de limites extra-juridiques. Ces limites qui sont imposées par le politiquement correct, par la bien-pensance, par le fameux système, et ces limites-là, on l'entend, étaient plus contraignantes que les limites à se rejoindre avec la pénalisation croissante du débat public en France. Je n'ai pas envie de vous citer d'exemples pour que vous en rendiez compte malheureusement, mais j'ai envie de demander, est-ce que ceux qui fixent ces limites sont légitimes? Ces limites, elles sont fixées, c'est là j'en viens à mon microcosme parisien,
elles sont fixées par un microcosme qui idéologiquement est très homogène sur un certain nombre de sujets. La transgression du politiquement correct est érigée comme un tabou, presque au sens anthropologique du terme, presque au sens de Lévi-Strauss. Leur transgression vous vaut l'ostracisation médiatique et sociale. C'est le cas des sujets d'immigration, des sujets liés au féminisme, des sujets liés à l'Europe, des sujets liés à la colonisation ou bien sûr des sujets liés à l'islam. Jean-Claude Michéa en France ou même Christopher Lasch aux États-Unis l'ont très bien expliqué. Une toute petite élite constituée de journalistes, de hauts fonctionnaires, d'intellectuels, des milieux économiques définissent ce qui constitue idéologiquement le bien et le mal. Alors quand je dis ça, il y a une petite lumière qui doit s'allumer dans votre cerveau et vous dire attention, complotiste. Voilà, ça, c'est le truc qui me revient souvent. Je reviendrai d'ailleurs sur ces anathèmes, je vous le disais un peu plus loin, mais ce n'est pas un complot, c'est un phénomène sociologiquement diffus. Ces gens ne vivent qu'entre eux, ils pensent la même chose, en général ils vont souvent au Café de Flore, boulevard Saint-Germain à Paris, et ils sont aux postes les plus importants dans toutes les sphères de la société. Il est normal finalement que leur idéologie devienne, on va dire, de fait, l'idéologie dominante. Le problème, c'est que cette élite, elle a perdu tout contact avec les réalités que vivent les Français et que donc leur discours est de plus en plus déconnecté de ce qui préoccupe la majorité des gens. C'est comme ça qu'on en arrive en France, qui est quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme, que je vous citais tout à l'heure, qu'on en arrive à ne pas pouvoir évoquer de manière apaisée les dérives de l'immigration, par exemple, les dérives de l'échec de la construction européenne ou encore les effets pervers d'un féminisme devenu fou. Et je pense, d'ailleurs Laurent Berton en parlera demain, et je pense que la structure assez aristocratique de la société française, eh bien, rend cela plus palpable qu'ailleurs. Il n'y a qu'en France où l'immigration déchaîne autant les débats dans un univers médiatique, alors même que 70% à 80% des Français sont d'accord pour dire que la situation est devenue intenable. Et ça ne veut pas dire qu'on est raciste, ça ne veut pas dire qu'on est contre les immigrés. Encore une fois, les mots ont leur importance. C'est parce que le corporatisme est le plus fort en France qu'ailleurs et que du fait de notre héritage centralisateur et aristocratique, nos élites sont à la fois plus déconnectées et plus puissantes qu'ailleurs. C'est aussi sans doute une question de culture politique. Malheureusement, du fait de notre histoire politique et de notre héritage philosophique, la question de l'égalité nous anime encore plus que celle de la liberté. Rares sont nos penseurs, à part Alexis de Tocqueville et certains libéraux du XIXe siècle, qui apprécient la liberté à sa juste valeur. Le contraste est frappant quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, qui sont une culture de la liberté d'expression beaucoup plus affirmée que la nôtre, parce qu'on a tendance à souvent vouloir donner des leçons aux autres. Mais il faudrait peut-être regarder un peu ce qui se passe dans notre pays. Le premier amendement, là c'est pour ça que je leur dis, le premier amendement de la Constitution adopté en 1791, soit 2 ans après la Déclaration des droits de l'homme de 1789 aux États-Unis, le montre bien. Enfin, la dernière et troisième limite, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, ce qu'on appelle la limite en soi, pour reprendre les concepts d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire la limite telle qu'elle devrait exister dans l'idéal démocratique réalisé. C'est ce vers quoi nous devrions tendre, même si j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que nous en éloignons. L'enjeu, en réalité, c'est définir les limites minimales qui permettent à chacun de s'exprimer librement, sans troubler l'ordre public ou atteindre la liberté individuelle de quelqu'un d'autre. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est loin de cette préoccupation. On est aujourd'hui dans une société où l'interdiction est devenue la règle. Alors je m'explique, c'est une société vraiment, qui me fait peur en tout cas, une société du risque zéro où tout discours, et vraiment, mais c'est un truc de dingue, je vous assure, où tout discours aujourd'hui peut être perçu comme une offense. C'est-à-dire une société aseptisée où la place de la liberté d'expression, elle est petit à petit grignotée par l'illusion d'une protection accrue par l'interdiction. Chacun cherche à faire interdire ce qui le heurte. Chacun cherche à faire interdire ce qui le blesse ou tout simplement ce qu'il considère comme n'étant pas bien. Or, le principe de la liberté d'expression, c'est précisément de considérer que ces notions de bien et de mal, elles doivent être en permanence interrogées, débattues, et que justement, la liberté d'expression, c'est ce qui permet le débat. Or, comment est-ce qu'on peut débattre si on considère d'emblée que certaines idées ou certains principes ne peuvent même pas être entendus ? Ça fait en réalité bien longtemps que nous sommes sortis d'un régime de véritable liberté de libre expression en France. L'extension continue du champ couvert par l'incitation à la haine, qui aujourd'hui est synonyme de dénigrement. On a eu le meilleur exemple. En fait, ça c'est pas une notion juridique, la notion d'incitation à la haine, alors c'est archi vaste. C'est évidemment, si demain je dis Laurent est un sale type, il faudrait lui casser la gueule le matin quand il sortait chez lui, là c'est une incitation à la violence. En revanche, si je dis moi je trouve que ce qu'a dit Laurent est dangereux pour l'identité de la France, et je pense qu'à ce titre il doit être combattu,
Voilà. C'est quoi la limite? Est-ce que Eh ben aujourd'hui, je vous assure que si vous allez sur ce terrain-là en parlant d'islam, si vous allez sur ce terrain-là en parlant de l'égalité LGBT, si vous allez sur ce terrain-là en parlant d'immigration, je vous assure qu'il y aura forcément un petit avocat extrémiste qui me dira que j'ai fait de l'incitation à la haine et que ça tombe sous le coup de la loi. Donc on ne pense plus à la limite de la liberté d'expression en soi, on pense à la limite d'expression pour la démocratie. Non, plutôt, on ne pense plus à la limite de la liberté d'expression pour la démocratie, mais par rapport à la sensibilité de telle ou telle personne ou telle communauté. Or, c'est pas comme ça, selon moi, qu'on doit fixer les limites de la liberté d'expression, et c'est pas selon moi seulement, je pense. Les limites de la liberté d'expression doivent être fixées en soi de sorte à permettre le débat public le plus libre possible pour chacun. Et dans ce cadre, je crois que la loi du 29, une loi qu'on a beaucoup publiée, du 29 juillet 1881 sur les libertés de la presse avait trouvé le bon équilibre. Et on l'a largement rompu depuis, j'ai bientôt fini. Il faut d'abord comprendre la genèse de cette loi. C'est une loi qu'on doit à deux figures de la Troisième République que nous avons aujourd'hui un peu oubliées. D'abord, Émile de Girardin, qui fut le fondateur du premier quotidien de masse qui s'appelait La Presse. C'est à lui qu'on doit une presse abordable et qui a permis la constitution d'un véritable espace public comme au XIXe siècle. Il avait une conscience aiguë de ce que devait être la liberté d'expression. Et l'autre figure, c'est quelqu'un qui s'appelle Eugène Pelletan, qui avant d'être homme politique était journaliste, et ces deux hommes avaient connu la restriction de la liberté de la presse sous le Second Empire, avaient conscience de la nécessité d'une liberté d'expression entière pour permettre l'avènement de la démocratie. Pour reprendre la formule d'Eugène Pelletan, la liberté d'expression est une promesse tacite de la République au suffrage universel. Sans elle, pas d'espace public, pas de possibilité de juger le pour et le contre, et au bout du compte, de permettre à chaque citoyen de se faire son opinion avant de prendre part souverainement au vote. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Pour conclure juste sur cette question des limites légitimes de la liberté d'expression, je voulais, le dernier point, parler de ce qu'on appelle la censure insidieuse, et qui est peut-être, enfin moi c'est celle que je subis le plus aujourd'hui, donc c'est celle qui me touche. Oui, pardon, j'aurais dû te dire de faire défiler, donc là voilà, j'en parlais avant. Voilà, la censure, donc le slide avant, c'était la reprise de ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, on pourra peut-être l'envoyer, je ne sais pas si des gens... Voilà. Et donc là, ce qu'on appelle la censure insidieuse. Donc le premier facteur le plus ancien, c'est la notion d'extrémisme et tous les mots qui sont associés, extrême droite, ultra droite maintenant, bientôt ils vont inventer giga droite, réactionnaire, j'en passe tant et tant d'autres. Alors l'idée elle est assez simple, c'est discréditer ab initio et in abstracto une idée ou un constat, y compris si ce constat se vérifie chaque jour un peu plus. Le mécanisme a été très bien décrit par un philosophe, Léo Strauss, dès les années 50, et il bat son plein depuis. Il s'agit de disqualifier un argument en faisant référence en bout de chaîne, consciemment ou inconsciemment, à Hitler ou aux heures les plus sombres. C'est évidemment plus implicite que cela, mais le mécanisme est bien celui-là. En parlant d'extrémisme, on renvoie évidemment par association d'idées à cela, et je pense que tout le monde ici le comprend. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est, enfin d'ailleurs c'est une citation qui a été justement pas attribuée à beaucoup de monde, mais qui disait, je crois que c'était quelqu'un de la gauche qui disait, du Parti communiste, qui disait traitez votre débatteur d'extrémiste de droite, il mettra tellement de temps à justifier qu'il ne l'est pas que vous aurez déjà gagné le débat. Donc c'est ça. Alors plus récemment, je vous donne un exemple, il y en a plein, mais bon, la guerre en Ukraine et plus récemment encore le conflit israélo-palestinien ont réactivé ce narratif qui avait un petit peu été relégué au second plan par l'émergence de la notion de complotisme dont je vais vous parler ensuite. Donc avec les deux guerres, donc en Ukraine et en Israël, la notion d'extrémisme est revenue au cœur du débat public et des positions sont de nouveau inaudibles. Il est aujourd'hui absolument, je peux vous le dire par rapport aux mails que je reçois ou aux messages privés sur X, souvent bon, menaces, mais bon là je veux pas non plus, je suis pas non plus, ça me touche pas du tout, mais c'est vrai que bon, je reçois pas mal de messages. Alors c'est marrant parce que d'une semaine à l'autre, c'est des messages opposés. Alors je reçois un jour Franck Tapiro qui est de confession juive, qui est franco-israélien, donc là je me prends un shitstorm comme on dit de gens anti-Israël. Aux dernières nouvelles, depuis 2 heures, j'ai appris que j'étais un agent du Mossad. Enfin bon, c'est magnifique. Et quand je reçois 2 semaines plus tard Youssef Indy, qui est plutôt de l'autre côté de la, on va dire, là c'est exactement les premiers qui étaient à me remercier 2 semaines plus tôt d'avoir donné la parole, qui m'insultent en me disant t'es un facho, tu reçois. Enfin, bah. Et ceux en revanche qui m'avaient insulté la première fois, là ils réagissent ouais, bon, c'est normal. Enfin, voilà, bon, voilà. Deuxième facteur un peu plus récent,
mais qui tend aujourd'hui à devenir dominante, c'est le complotisme ou le conspirationnisme. J'ai vraiment vu ces notions se développer, je crois que vous l'avez, je pense, vu tous, avec des guignols qui sont autoproclamés les fact-checkers, qui sont aujourd'hui l'apogée de ce processus. Ils ne représentent rien, ils ne représentent qu'eux, ils sont payés juste par Radio France ou par France Télé, donc ça aide. Mais c'est aujourd'hui le mot le plus disqualifiant dans le débat public. Or, c'est une notion profondément absurde et dégradante pour le débat public. Et là, j'en viens encore une fois à deux références. En premier lieu, cette notion, elle nie la notion même de complot, alors que ces derniers jalonnent l'histoire du monde. Depuis Jules César à l'assassinat de Kennedy, ne viendra à l'idée de personne de contester que des complots ont existé. On ne voit pas pourquoi ceci n'existerait plus aujourd'hui. En deuxième lieu, en niant l'idée de complot, cette notion elle conduit à nier ce qui fait l'intelligence et la conscience humaine, la capacité à douter, à s'interroger, à rechercher les causes de ces conséquences que nous observons. C'est une négation de l'esprit, une insulte à l'intelligence. Évidemment qu'il ne faut pas avoir des complots partout et être un fanatique du complot, mais à l'inverse, il ne faut pas nier le complot et devenir un traqueur de complotistes. Ces deux attitudes sont tout aussi absurdes. Mais malheureusement, cette absurdité est aujourd'hui au cœur de l'espace médiatique, y compris sur les médias les plus mainstream. Une petite anecdote marrante à vous raconter à ce sujet. Je voulais faire débattre récemment Jacques Attali face à Michel Collomb, qui est un intellectuel belge. Et j'ai appelé Jacques Attali, que j'avais reçu en plus sur Sud Radio quelques années plus tôt. Et c'est quand même génial. Je parle de Jacques Attali. Hein. Je parle à Jacques Attali et je lui dis, voilà, Monsieur Attali, enfin je fais des courbettes comme il faut. Et je lui dis, voilà, j'aimerais bien vous recevoir pour débattre de cette question face à Michel Collomb. Et là, je sens un petit temps d'arrêt. Et donc, je pense qu'il était devant son ordinateur en train de taper le nom, quand je lui dis Michel Collomb. Et je pense qu'il était en train de taper le nom de Michel Collomb. Et évidemment, y compris, enfin moi, j'en ai pas encore, donc je touche du bois, mais bon, j'en veux pas, justement. Et je pense qu'il est tombé sur ce qui fait office de droit, enfin, de jurisprudence, c'est Wikipédia. Et donc, il a tapé Michel Collomb, il est tombé sur Wikipédia. D'ailleurs, moi, j'ai tapé Laurent Berton il y a 3 jours, parce que je voulais, en préparant son émission, voir ce qu'il disait lui. Et je tombe sur une photo de lui sur Wikipédia, et qui est une photo, je l'avais déjà reçue il y a 1 an, où il y a écrit Laurent Berton, interviewé par la chaîne YouTube d'extrême droite, Les Incorrectibles. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Et donc là, je dis à Attali, voilà, c'est Michel Collomb, voilà, il souhaiterait débattre avec vous, est-ce que vous accepterez ? Et là, un petit temps d'arrêt, il doit pianoter devant, parce que je sais qu'il n'y a que sur Wikipédia qu'il a écrit ça, il me dit « Ah, mais je vois, vous voulez me faire débattre avec un complotiste. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. » Voilà. Et donc, il m'a raccroché au nez. Mais ça a duré, mon coup de fil a duré 3 secondes parce qu'il avait vu le mot complotiste. Mais ce qui est quand même, on parle de Jacques Attali. Donc Jacques Attali s'informe en regardant sans doute Wikipédia, c'est rassurant. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect complotisme. Et puis, oui, je pense aussi que le réchauffement climatique et le Covid-19 ont été des tournants historiques. Bon, ça, je ne vais pas y revenir, je l'ai dit tout à l'heure, pour la liberté d'expression. Il est aujourd'hui quasiment impossible. Je reçois François Gervais la semaine prochaine, qui est un climato-sceptique, qui est passionnant. Et donc, aujourd'hui, il est quasiment impossible de discuter la réalité du changement climatique ou de ses conséquences, alors même que cela repose sur des hypothèses qui demeurent discutables et que le GIEC a déjà pu se tromper à de nombreuses reprises. Toute théorie alternative sur le sujet est tout simplement inaudible. François Gervais, quand même, c'est pas un perdreau de l'année, c'est un grand physicien, il avait une véritable légitimité pour s'exprimer sur ce sujet. Bon, et qui l'a déjà vu sur France 5, qui l'a déjà vu sur Quotidien ? Personne, voilà. Évidemment, donc critiquer la doxa sur le changement climatique, c'est impossible ou c'est immédiatement être taxé de complotiste. Quel complot on se demande, au nom de quoi on se demande, pourquoi on se demande, car on ne sait pas, mais complotiste, il l'est. Idem pour le professeur Raoult et le Covid. Bref, vous m'aurez compris. Et enfin, la question des plateformes Internet. Ça m'amène à... Voilà, et comme ça, je vous laisse maintenant poser des questions. Pardon d'avoir fait long. Je crois qu'on s'est quand même, malgré tout, un peu fourvoyé sur ces plateformes, parce qu'elles ont permis la constitution de véritables médias alternatifs, et j'en ai profité. Mais cela, elle n'a été possible que tant que ces médias restaient relativement confidentiels. On voit bien que depuis le Covid-19, que ces plateformes ont été reprises en main par la censure et qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile. Je pense, à l'heure où je vous parle, que je suis ce qu'on appelle shadowban sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai fait notamment avec Juan Manto, j'ai fait le test. Normalement, je faisais des audiences à moi qui surfaient avec les 500, 600 000 vues. Et maintenant, c'est plutôt... je fais parfois des pics à 300, 400 000, mais c'est plutôt de l'ordre de 100 à 200 000. Et surtout, quand vous tapez mon nom, le nom de la chaîne Les Incorrectibles, ou un invité que j'ai reçu, ma chaîne n'apparaît plus.
Donc il y a une censure vraiment insidieuse. Ça, c'est pas de la censure, c'est-à-dire que ma chaîne n'est pas supprimée, il n'y a pas des vidéos qui sont effacées, mais simplement on ne la trouve pas. Donc c'est encore vraiment plus pernicieux. Donc il existe des plateformes alternatives qui n'ont pas aujourd'hui la puissance de YouTube. Merci d'avoir rappelé. Et c'est notamment le cas en effet de Player. Alors je ne suis pas directeur France de Player, parce que enfin, en effet... non, mais directeur général. Oui, mais non, mais alors je vais être honnête, on m'avait proposé de l'être. C'est pour ça que je tiens à faire cette petite mise au point. Donc Edouard Brouwer m'avait proposé de l'être. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, il faut quand même choisir. J'adore l'aventure entrepreneuriale, mais j'adore aussi le journalisme. Et vraiment, je vous demande là de me croire sincère. Par rapport, je ne vous dis pas que je porte un combat, je ne suis pas en train d'aller, je ne suis pas Salman Rushdie, et je ne suis pas en train d'aller en Afghanistan ou même en Proche-Orient me battre. Mais j'estime qu'en effet, avec André Berkoff, avec 2-3 personnes, il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui essayent, sans tomber non plus dans le côté, parce que moi-même, j'ai quand même aussi, j'essaye de me fixer une charte aussi. Je ne tombe pas non plus dans... J'interviewe, il y a certaines personnes quand même, on me poserait des questions après, je pose là-dessus, mais voilà, j'essaie quand même de me fixer une ligne de relative neutralité, même si on ne l'est pas. Objectivité, c'est même d'interviewer des gens avec qui je ne suis pas d'accord à titre personnel. Et là, je me suis dit que mon combat, il était là, et ça m'excite beaucoup plus que de redevenir entrepreneur. Donc j'ai dit à Edouard Brouwer, je vais t'aider, j'irai partout où je peux prêcher la bonne parole de Player, mais je ne veux pas prendre de responsabilité parce que je me verrais mal d'un côté être directeur d'abord client et non pas... et de l'autre côté journaliste. Enfin, je pense que là, il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, même si, pour l'anecdote, je crois qu'il y a un certain, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors, il n'y a pas de conflit d'intérêts, je fais attention à ce que je dis, mais c'est assez amusant. Cédric O, l'ancien secrétaire d'État au numérique, vous avez peut-être vu ça, c'est une info qui est passée relativement inaperçue depuis 3 jours. Donc, il n'est plus secrétaire d'État au numérique, il s'est reconverti dans le privé. Bon, il avait juste investi 176 €, bon, ça il a le droit, c'est tant mieux, dans une petite boîte qui est, ces 176 €, on fait aujourd'hui 23 millions d'euros. Voilà. Donc, je me dis, il y en a qui ont eu du nez, donc j'espère que je pourrai avoir la même, mais bon, ça assez amusant, mais bon, je ne veux pas qu'il y ait de confusion possible, voilà. Donc, pour finir, tout ça n'est pas très positif, puisque je vous parle de retour de la censure et d'affaiblissement de la liberté d'expression. Mais il faut garder espoir, il y a des signes positifs. Elon Musk et ce qui s'appelle désormais X sont une source d'espoir, je vous l'ai dit. Les succès des médias alternatifs montrent aussi que les Français sont en train de prendre conscience de la manipulation des médias mainstream et comment ça sont détournés. Nos audiences, aujourd'hui, avoisinent largement celles de certaines chaînes d'information. C'est pour ça que je vous dis qu'on commence à être un peu dans l'œil du cyclone. Je pense que lentement mais sûrement la graine de la liberté d'expression est en train de germer dans les consciences et que ce mouvement sera difficile à arrêter. J'ai aucune envie de revenir dans les médias mainstream, sauf si vraiment on me proposait avoir la totale liberté que j'avais, mais enfin en tout cas si on me proposait ce que j'avais avant, je ne le referais pas. Cela repose sur l'engagement à titre individuel, la liberté d'expression de chacun de nous en éteignant la télévision et la radio, en allant sur Internet s'il vous plaît, suivre et soutenir les médias qui fournissent une autre information et qui proposent un véritable débat d'idées. Il est aussi important de ne plus se cacher et d'assumer de ne plus être dans le politiquement correct. Il faut faire découvrir ces médias autour de vous, propager la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un combat permanent qui nous appartient à tous de mener au quotidien, et je vous le dis, nous finirons par gagner. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo.